Alors, le syndrome du bébé secoué, c'est une pathologie qui est fréquente et qui a une grande importance en neurochirurgie pédiatrique. Et c'est très important que les neurochirurgiens soient impliqués dans cette pathologie parce que leur expertise est nécessaire pour tout ce qui est pathologie du LCR et la prise en charge chirurgicale de ces patients. Alors, l'histoire de la maltraitance, elle commence avec Ambroise Tardieu, qui a décrit dès 1860 dans sa thèse de médecine le syndrome de la maltraitance en enfant avec les lésions constatées lors des autopsies. C'est une période de l'histoire qui correspond un petit peu à ce dessin terrible de Honoré Daumier. Et cette prise de conscience, elle a amené aux premières lois de protection de l'enfance de 1889 en France. Il a pourtant fallu attendre encore 2 générations pratiquement pour que les châtiments corporels soient interdits chez l'enfant. Et ce n'est qu'en 2016 qu'une loi a été proposée pour l'interdiction de la fessée chez les enfants. Et ce n'est que tout récemment que cette loi a été adoptée. Alors, sur le plan médical, le syndrome de Silverman a été décrit par M. Silverman, un radiologue en 1953, qui décrivait l'association des hématomes sous-duraux et des fractures. C'est Caffey qui a créé le terme de syndrome du bébé secoué en 1974, qui a été après modifié en 87 par Anne-Christine Duhem, qui a parlé de shaken impact. Donc là, on rejoint c'est une forme un petit peu intermédiaire, en quelque sorte, entre le bébé battu et le bébé secoué. Alors la définition du syndrome du bébé secoué, c'est l'association d'un hématome sous-dural, comme ici, d'un œdème cérébral, qui en fait est souvent de nature ischémique, et d'hémorragie rétinienne. Alors, fort heureusement, l'œdème cérébral est souvent absent, et c'est important de reconnaître le syndrome du bébé secoué en l'absence d'œdème cérébral, parce que ce sont les formes les plus bénignes, certes, mais si ces formes sont négligées, l'enfant sera de nouveau maltraité avec un risque de mortalité qui est important. Donc un élément important à modifier sur cette définition, c'est l'absence d'impact. L'absence d'impact, c'est fondamental, puisque si on a des lésions traumatiques sans impact, c'est selon toute vraisemblance qu'on est devant un syndrome du bébé secoué. Et par contre, on ne peut tenir compte de l'absence d'impact qu'à condition de l'avoir recherché systématiquement. Alors pourquoi ces enfants sont-ils secoués? La cause, c'est clairement les pleurs intolérables du nourrisson. Voici l'incidence mensuelle du syndrome du bébé secoué dans notre série, que j'ai superposée avec la courbe des naissances et qui correspond à quelques mois après l'arrêt de la contraception en moyenne. Et si on a un pic de naissance au mois d'août et de septembre, on se rend compte que le pic de la maltraitance, c'est clairement au mois de novembre, donc à l'âge où les pleurs du nourrisson deviennent intolérables. Donc clairement, la cible de prévention primaire, c'est tous les parents et qui peuvent être éduqués en maternité. L'épidémiologie du bébé secoué, on a beaucoup dit que le bébé secoué pouvait survenir dans tous les milieux, c'est vrai, ça pouvait survenir avec toutes les personnes, probablement pas. Le maltraiteur, il a un profil quand même particulier, notamment des antécédents socio-psychologiques. L'addiction, c'était pas significatif dans notre série. Des problèmes dans la fratrie de l'enfant, c'est un facteur de risque qui est très significatif. Des parents jeunes, ça n'était pas significatif. Par contre, une mère isolée avec probablement un conjoint qui n'est pas le père de l'enfant, là on rejoint un petit peu les hypothèses darwiniennes comme on a chez les lions par exemple. Le profil de l'enfant maltraité, là également on trouve un profil particulier avec des antécédents en périnatologie, des problèmes lors de la grossesse, une prématurité, des problèmes postnataux nécessitant des hospitalisations, tous ces éléments qui vont aboutir à un lien parent-enfant défectueux chez l'enfant. Et donc on a une cible de prévention avec, on peut déterminer des groupes d'enfants et de parents à risque pour cibler la prévention. La biomécanique du bébé secoué, c'est un mouvement de va-et-vient, il n'y a pas d'impact, mais ce va-et-vient va amplifier l'énergie du traumatisme, et on voit sur ce modèle informatique de Raoul qui a étudié l'énergie cinétique liée au secouement, qu'on arrive à des niveaux d'énergie qui sont équivalents à ce qu'on voit dans les impacts. Donc ce mouvement de va-et-vient, il n'est pas inhibé par la musculature et le rachis de l'enfant, qui sont faibles et souples. Le mouvement est amplifié par le poids de la tête, et ce mouvement va aboutir à un arrachement des veines corticodurales qui sont décrites ici sur cette pièce anatomique de Anne et collaborateurs, et ça va aboutir à un saignement dans les espaces méningés à proximité du sinus latéral,
Alors après, il y a un débat. Est-ce que l'expansion des espaces méningés qui est fréquente et qui est souvent associée au sein du bébé secoué va favoriser ce saignement? C'est très discuté parce que d'après le modèle de Roll, ce coussin de LCS en sous-arachnoïdien va plutôt amortir le choc. Ce qui est certain, c'est que la présence de ce liquide traduit une fragilité hydrodynamique qui est liée à l'âge et ce n'est pas un hasard si le syndrome du bébé secoué survient plus particulièrement entre 2 et 6 mois et 2 fois plus souvent chez le garçon que chez la fille, car les garçons sont plus fragiles à ce niveau-là. Alors le rôle du liquide cérébrospinal, il va s'accumuler dans l'espace sous-dural. Ici, c'est un cas d'accident de la voie publique, donc le premier scanner 4 heures après le trauma, où on voit des espaces arachnoïdiens un peu larges. Quelques jours après, on voit un petit hématome sous-dural avec du sang qui s'est collecté dans la cité interhémisphérique. Et à 6 jours, on a cet épanchement sous-dural qui est sous pression, qui a nécessité un drainage. Donc en fait, on a les espaces sous-arachnoïdiens où se produit un clivage de la membrane arachnoïdienne avec l'accumulation de liquide cérébrospinal entre la membrane arachnoïdienne et la dure mère. Donc c'est l'accumulation en quelques jours de liquide cérébrospinal. Et donc si le problème c'est le liquide cérébrospinal, la solution ça peut être le drainage. Le liquide cérébrospinal, il peut s'accumuler également dans les espaces de Virchow-Robin. Ici, c'est un exemple d'un enfant battu. La fontanelle était fermée, il y avait un petit hématome sous-dural aigu. On a mis un capteur de pic. Le capteur de pic a montré une pic à 41. 12 heures après la pause, on a refait un scanner. L'hématome avait quasiment disparu. Par contre, on voit quelques lésions ischémiques qui étaient apparues au niveau des noyaux gris. Et le scanner réalisé 15 jours après montre des lésions ischémiques étendues dues au bas débit lié à l'hyperpression intracrânienne. En fait, tout se passe comme si on était en face d'une pseudo-tumeur cérébri et avec le liquide cérébrospinal qui est présent dans les espaces de Virchow-Robin mais qui n'est pas visible sur l'imagerie. Donc c'est comme une forme de pseudo-tumeur cérébri traumatique. Donc si on veut schématiser le spectre des collections péricérébrales traumatiques, on a un traumatisme crânien qui va provoquer un clivage de l'arachnoïde et un saignement méningé. Quand c'est un saignement volumineux, on a un hématome sous-dural aigu, comme chez l'adulte, avec un caillotage, avec une collection qui est de densité différente, alors qu'il s'agit d'un trauma unique. Ensuite, on a un blocage du liquide cérébrospinal qui va donner la forme la plus fréquente de l'hématome sous-dural du nourrisson, avec l'accumulation en quelques jours de liquide cérébrospinal dans les espaces sous-duraux. Il peut également y avoir une collection à la fois sous-durale et sous-arachnoïdienne, comme on voit ici, et parfois purement dans l'espace sous-arachnoïdien, et parfois on ne le voit pas, le liquide est là, mais il est dans le parenchyme, et on est en face à une pseudotumeur cérébrale. Donc dans le premier cas, on va traiter ça par une craniotomie. Dans les deux suivants, c'est par un drainage sous-duro-péritonéal ou sous-dural externe, alors que dans les deux derniers, la ponction lombaire va être spectaculairement efficace. Alors il faut également souligner le rôle de l'ischémie cérébrale, l'ischémie qui est due à l'hypertension intracrânienne, présence de caillots, accumulation de liquide cérébrospinal, ischémie également favorisée par l'apnée lors d'un malaise initial, de crise convulsive, d'une lésion médulaire avec une apnée. Et les crises convulsives vont également provoquer une excitotoxicité qui va aggraver l'ischémie neuronale. Les conséquences de cette ischémie, ça va être l'œdème cérébral et les crises avec un état de mal, un cercle vicieux qui se met en place. Donc l'épilepsie, elle est au cœur du problème, surtout chez les petits nourrissons. Elle peut être survenue d'emblée lors du malaise initial, avec une perte de connaissance, avec une apnée et une ischémie cérébrale. On passe facilement à côté chez le jeune nourrisson, parce que il peut être en état de mal convulsif EEG alors qu'il n'y a aucune crise visible cliniquement. C'est la cause d'un retard diagnostique, soit par le secoueur qui a l'impression finalement de ne pas avoir fait grand-chose au bébé, et également aux urgences, on peut passer à côté. Donc cette épilepsie va être la cause d'une excitotoxicité avec libération d'aspartate, de glutamate, ce sont des acides aminés excitateurs, et ça va conduire au big black brain quand on n'arrive pas à contrôler les crises. Ici c'est un bébé qui à 12 heures du trauma avait un cortex qui semblait préservé, mais si on regarde bien, on voit qu'il y a déjà un effacement de la distinction grise-blanche, et 3 semaines après, on n'est pas arrivé à contrôler les crises, on a une atrophie cérébrale diffuse avec des séquelles majeures. Donc chez un bébé de 3 mois qui fait une crise, on considère qu'il est à traiter comme un état de mal, c'est-à-dire en réanimation. Donc on a ces phénomènes d'auto-aggravation des lésions qui vont aboutir à une spirale fatale. Donc on a
un volume lésionnel, soit du sang, du liquide cérébrospinal, l'œdème, qui va provoquer des lésions cérébrales par anoxie, ischémie, excitotoxicité, avec donc un cercle vicieux qui se met en place. Il peut y avoir un mécanisme d'engagement qui va aboutir à encore plus de lésions ischémiques, et puis l'épilepsie qui va entraîner des lésions cérébrales et un engagement. Donc tous ces mécanismes qui vont aboutir à plusieurs cercles vicieux qui peuvent aboutir au décès ou à des séquelles majeures. Un autre élément capital du syndrome du bébé secoué, ce sont les hémorragies rétiniennes. Alors les hémorragies rétiniennes, elles ne sont pas forcément liées au traumatisme, notamment les hémorragies de grade 1 en flamèche, elles ne sont pas forcément dues à un trauma, on voit ici. On a également des hémorragies dans des traumas accidentels, des hémorragies en perles jacobines, ou des hémorragies en perles, donc, grade 2. Par contre, quand on a des hémorragies diffuses, grade 3, donc soit un semi d'hémorragie jusqu'en périphérie de la rétine, soit des bulles en région maculaire ou paramaculaire, ce sont des lésions qui sont pathognomoniques de la maltraitance. Et actuellement, on peut supplémenter l'examen du fond d'œil par l'échographie qui nous montre le décollement en bulle. Alors ces lésions rétiniennes, elles évoluent parfois de façon rapide. Les perles, elles apparaissent précocement, contrairement à ce qui a pu être dit dans la littérature auparavant. Les taches maculaires et paramaculaires peuvent disparaître rapidement, en quelques jours, comme ici, vous voyez, le 22 avril, il y avait beaucoup de taches hémorragiques, le 24, il y en avait beaucoup moins, et le 27, on ne voyait presque plus rien. Donc il faut que ces enfants soient examinés rapidement par un ophtalmo qui est entraîné et qui va prendre des photos. Alors inversement, les hémorragies en dôme, elles, peuvent persister plusieurs semaines, plusieurs mois. La conclusion qu'on peut en tirer, c'est que si on voit des hémorragies rétiniennes de tout type, on est a priori peu de temps après le trauma. On peut dire que c'est un trauma récent. Maintenant, il y a également des lésions rachidiennes dans le syndrome du bébé secoué. Le rachis est souple, la tête est lourde, et on peut avoir parfois un tassement mineur, notamment un tassement au niveau lombaire, un tassement cunéiforme, qui peut être favorisé par une carence en vitamine D, puisqu'on est souvent dans un contexte de négligence. On peut également voir un hématome épidural spinal, donc là il faut quand même vérifier que l'enfant n'a pas eu de ponction lombaire qui ait pu provoquer cette hémorragie avant de dire que ce sont des lésions traumatiques. Et puis on peut avoir des lésions de dislocation spinale majeure qui supposent des traumatismes très violents. Là on est plus dans l'ensemble du bébé battu que du bébé secoué. Alors les lésions cérébrales, les lésions crâniennes péricérébrales et la présentation clinique, comme je vous avais dit, l'hématome sous-dural aigu c'est quelque chose qui est rare, qui est constitué de caillots, avec un tableau clinique qui se manifeste par un engagement et un coma en quelques heures et qui se traite par une craniotomie. L'hématome sous-dural du nourrisson, qui est la forme la plus fréquente, c'est essentiellement du liquide cérébrospinal. Il se manifeste cliniquement par des crises, une hypertension intracrânienne sur un créneau horaire de quelques heures à quelques jours. Et là, le traitement, c'est le drainage, soit drainage externe par ponction, soit drainage sous-uro-péritonéal, on va y venir. Et puis on a l'hématome sous-dural chronique, qui est une complication rare qui est liée à l'atrophie, qui est constituée de membranes qui s'épaississent avec le temps. Ça se présente comme une macrocéphalie, la durée, c'est quelques semaines après le traumatisme. Et le traitement, c'est la membranectomie. Alors le diagnostic aux urgences, on a un enfant qui arrive avec une histoire de malaise, de douleur, des vomissements, des crises. Il faut faire la part des choses entre quelque chose qui peut être digestif ou méningé, et puis un saignement intracrânien. Quand on pense à un saignement intracrânien, il faut faire la part des choses entre un saignement spontané ou un saignement traumatique, et si c'est un saignement traumatique, il va falloir déterminer si c'est un traumatisme accidentel ou non accidentel. Donc on a un diagnostic différentiel entre différentes causes chirurgicales. Quand c'est un trauma accidentel, ça suppose une haute vélocité. Dans ces cas-là, on peut avoir une hémorragie rétinienne en perles, mais pas des hémorragies diffuses. C'est soit un traumatisme majeur avec un hématome sous-cutané, avec un contexte traumatique très sévère, ou bien un traumatisme obstétrical. Alors là, il est évident que c'est survenu au bloc obstétrical, donc on sait ce qui s'est passé. Il faut savoir que ces lésions obstétricales disparaissent toujours dans les 4 mois qui suivent le trauma. Donc si on voit des lésions après 4 mois, c'est qu'il y a eu un nouveau traumatisme. Alors, il y a des cas exceptionnels de saignement chez le nourrisson dus à des causes structurelles, notamment l'anévrisme, ça arrive, c'est exceptionnel. Vous voyez que le saignement n'est pas tout à fait le même, il est cisternal, il y a du sang dans les ventricules. Le saignement par thrombophlébite, vous voyez ici des veines qui sont dilatées,
ça c'était un nouveau-né. Et puis les malformations artério-veineuses, vous voyez ici une veine qui s'injecte au niveau de la vallée sylvienne gauche. C'est absolument exceptionnel d'avoir une malformation artério-veineuse qui saigne avant 2 ans et dans notre expérience jamais avant 1 an. Alors après, les causes médicales, elles sont très nombreuses. Il y a des troubles de coagulation, des anomalies des plaquettes, des maladies métaboliques, et puis différentes causes, notamment des causes iatrogènes. Alors, en règle générale, les troubles de coagulation, troubles des plaquettes, on fait le diagnostic sur le bilan sanguin standard. L'acidurée glutarique, ça nécessite de faire un bilan plus approfondi, rechercher les acides organiques urinaires, et le plus souvent, le contexte de Lobstein, de polykystose rénale, on le connaît par l'extérieur. Donc, en général, on ne se trompe pas sur ces causes-là, et le diagnostic de maltraitance, peut le poser de façon tout à fait en toute confiance. Dans la plupart des cas, on ne se trompe pas. La prise en charge médicale du sang du bébé secoué, comme je l'ai dit, s'il y a des crises ou s'il y a un coma, l'enfant doit être en réa, sédaté, ventilé. On surveille l'hémodynamique par les Doppler. Le monitoring de la pique, on le fait très rarement chez les nourrissons, sans doute pas assez, mais c'est souvent difficile à interpréter. Les traitements antiépileptiques, on ne le donne pas s'il n'y a pas eu de crise, mais il faut être très réactif en cas de crise et monter très rapidement à des traitements majeurs comme le pentotal. Les antalgiques, bien sûr. Et puis, il faut compléter le bilan. On fait un examen clinique complet en regardant notamment les tympans, le périnée, des radios du squelette complet, un bilan sanguin avec une étude de la coagulation en recherchant notamment le facteur 13, l'alpha-antiplasmine, et puis un bilan urinaire avec la chromatographie des acides organiques urinaires. Et bien sûr, une enquête sociale. La prise en charge chirurgicale, d'abord, il n'y a pas de traitement médical de l'hématome sous-dural du nourrisson, on peut simplement le surveiller quand il est bien toléré, mais très souvent, on se rend compte qu'en ponctionnant l'hématome, l'enfant va déjà beaucoup mieux, on peut ponctionner jusqu'à 20 ml des deux côtés, ce qui va bien soulager l'enfant, en se méfiant bien sûr de réactions hémodynamiques, puisque ça peut faire un peu chuter sa tension. Si l'hématome se renouvelle après ponction, très souvent on est obligé de faire un drainage un drainage interne, donc un drainage sous-uro-péritonéal, après une deuxième ou une troisième ponction. C'est un drainage qu'on met en place de façon bilatérale, il y a plusieurs façons de faire, à Lille on fait un drainage bilatéral, et on retire ce drainage après quelques mois. Alors, il y a d'autres interventions qui peuvent être nécessaires, notamment le monitoring de la pique. Est-ce que ça conduit à la craniotomie? Dans notre expérience, on ne l'a jamais fait. Peut-être qu'on aurait dû le faire. En tout cas, le bénéfice n'est pas évident. Quand on a un gros œdème cérébral, il n'est pas clair qu'on améliore le devenir de l'enfant en faisant une craniotomie. La membranectomie, elle peut être utile en cas d'hématome sous-dural passé à la chronicité. Ici, on a fait une incision coronale avec exposition de l'angle interne des deux os frontaux et des deux os pariétaux, avec ouverture des membranes et résection des membranes, et ensuite mise en place d'un drainage. Dans des cas exceptionnels, on peut avoir une expansion crânienne telle qu'elle nécessite une cranioplastie de réduction, comme dans le cas montré ci-dessous. Alors, le signalement. En France, c'est une obligation légale, suivant l'article 434.3 du Code pénal, qui est une exception à la loi sur le secret médical. Il n'y a plus de secret médical qui tienne en cas de maltraitance d'enfant. Toute personne qui est informée d'une maltraitance d'enfant est obligée par la loi de le rapporter au parquet. Ensuite, il y a une expertise qui est réalisée par un médecin légiste commis par le parquet. Donc le rôle de l'équipe médicale là-dedans, c'est de faire le diagnostic, faire l'enquête sociale, recueillir l'évidence, au-delà d'un doute raisonnable, et de faire le signalement au procureur de garde, c'est souvent le vendredi ou le samedi que ça se passe. Et ensuite, une fois que le signalement est fait, on retourne à son rôle de soignant. Alors qu'est-ce que ça représente comme sur le plan clinique? J'avais repris notre expérience sur les 18 dernières années, 307 cas dans un recueil prospectif. Vous voyez que l'âge de prédominance c'est entre 2 et 3 mois, et c'est très rarement au-delà d'1 an. Les lésions, c'était avant tout un hématome sous-dural, mais également hémorragie sous-arachnoïdienne, embarrure rarement, contusion cérébrale, lésion axonale diffuse, dans 3% des cas. Et la présentation clinique, c'était avant tout des troubles de la vigilance, avec à peu près 30% d'enfants qui étaient comateux, des crises convulsives, avec 20% d'enfants qui étaient en état de mal convulsif, et puis des signes d'hypertension intracrânienne dans à peu près les 2 tiers des cas. Donc le devenir de ces patients était suivi en moyenne pendant 3 ans,
avec 71% d'enfants qui avaient un état normal pour l'âge de 3 ans. Évidemment, c'est qu'avec un suivi plus prolongé qu'on peut juger de leur intégration sociale et professionnelle. Et 10% de mortalité, 10% seulement, entre guillemets, parce que dans la littérature, on parle plutôt de 20%. Alors pourquoi seulement 10%? Parce qu'en fait, on fait un diagnostic très systématique, et pas seulement dans les cas graves, comme ce qu'on voit, semble-t-il, dans la littérature. Et puis, on fait un traitement précoce, et en faisant le diagnostic de maltraitance précocement, eh bien, on va prévenir la récidive de la maltraitance. Alors si on voit les séquelles, on a quand même pas mal d'enfants qui ont un retard développemental, un retard moteur, un déficit, une épilepsie, des troubles du comportement, des troubles visuels. Ce sont des séquelles qui sont importantes et fréquentes malgré tout. Alors la prévention, bien sûr, avec cette gravité, il est indispensable de prévenir cette catastrophe qui est entièrement faite de la main de l'homme, et un peu de la femme aussi. Ça nécessite d'entraîner les professionnels de santé et les professionnels médico-sociaux, d'éduquer les jeunes parents en maternité, et donc on met actuellement en place un crying plan qui est tout à fait inspiré du thermomètre de la colère qui a été créé par l'équipe de Montréal, et on espère grâce à ça diminuer la fréquence de cette maltraitance, et effectivement sur l'année 2018 on a vu une diminution tout à fait nette de l'incidence de la maltraitance. De conclusion, la maltraitance à enfants, ça se présente un petit peu comme une tragédie grecque. Ici, c'est Médée qui s'apprête à assassiner ses enfants, avec un enchaînement fatal des événements, un stéréotype des personnages, des situations, unité de lieu, de temps et d'action. En fait, on voudrait pouvoir briser cet enchaînement fatal et changer le paradigme, puisque nous sommes maintenant dans une civilisation judéo-chrétienne, et vous voyez la main de l'ange qui arrête la main d'Abraham, qui est sur le point d'égorger son fils. C'est vraiment la prévention qui va nous permettre d'avancer dans la maltraitance à enfants.